Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Armance de Stendhal. C'était son premier roman publié en 1827. Alors Stendhal décrit à mots couverts un homosexuel impuissant à une époque où la censure de la presse interdisait d'aborder clairement ce sujet. Je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je reprends la lecture au chapitre 27. Armance, au désespoir, se vit à la fois déshonorée, à jamais, et trahie par son amant. Elle s'assit un instant sur la dernière marche de l'escalier. Elle eut l'idée d'aller frapper à la porte de la femme de chambre de Madame de Malivert. Cette fille dormait et ne répondit pas. Madame de Malivert, craignant vaguement que son fils ne fût malade, prit sa veilleuse et vint elle-même ouvrir la porte de sa chambre. Elle fut effrayée de la figure d'Armance. « Qu'est-il arrivé à Octave » s'écria Madame de Malivert. « Rien, madame. Rien au monde à Octave, il se porte bien. Ce n'est que moi qui suis malheureuse et au désespoir de troubler votre sommeil. » Mon projet était de parler à Madame Derrien et de ne me présenter chez vous que si l'on me disait que vous dormiez pas encore. Ma petite, tu redoubles ma frayeur avec ton mot de madame. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Octave est-il malade? Non, maman, dit Armance en fondant en larmes. Ce n'est que moi qui suis une fille perdue. Madame de Malivert la fit entrer dans sa chambre et elle raconta ce qui venait de lui arriver, sans rien dissimuler, ni passer sous silence, pas même sa jalousie. Le cœur d'Armance, épuisé par tant de malheurs, n'avait plus la force de rien cacher. Madame de Malivert fut épouvantée. Tout à coup, « Il ne faut pas perdre de temps », s'écria-t-elle. « Donne-moi ma Pélice, ma pauvre fille, ma chère fille, et elle lui donna 2 ou 3 baisers avec toute la passion d'une mère. Allume mon bougeoir. Toi, reste ici. » Madame de Malivert courut chez son fils. La porte, heureusement, n'était pas fermée. Elle entre doucement, éveille Octave et lui raconte ce qui vient de se passer. « Mon frère peut nous perdre, » dit Madame de Malivert, « et suivant les apparences, il n'y manquera pas. Lève-toi, entre dans sa chambre, dis-lui que j'ai eu une sorte de coup de sang chez toi. Trouves-tu quelque chose de mieux? » « Oui, maman. Dès demain, épouser Armance si cet ange veut encore de moi. » Ce mot imprévu comble les vœux de Madame de Malivert. Elle embrasse son fils. Mais elle ajoute par réflexion: « Ton oncle n'aime pas Armance. Il pourra parler. Il promettra le silence, mais il a son domestique qui, par son ordre, parlera, et qu'il chassera ensuite pour avoir parlé. Je tiens à mon idée de coup de sang. Cette comédie nous occupera désagréablement pendant 3 jours, mais l'honneur de ta femme est plus précieux que tout. Songe que tu dois te montrer très effrayé. Dès que tu auras averti le commandeur, descends chez moi. Fais part de notre idée à Armance. Quand le commandeur l'a rencontrée sur l'escalier, j'étais dans ta chambre, et elle allait chercher Madame Derrien. Octave courut avertir son oncle qu'il trouva fort éveillé. Le commandeur le regarda d'un air goguenard qui changea en colère toute son émotion. Octave quitta Monsieur de Soubirane pour voler dans la chambre de sa mère. « Est-il possible, dit-il à Armance, que vous n'aimiez pas le chevalier de Bonnivet et qu'il ne soit pas cet époux mystérieux dont vous m'aviez parlé autrefois? Le chevalier me fait horreur. Mais vous, Octave, n'aimez-vous pas Madame d'Aumale? De ma vie, je ne la reverrai ni ne penserai à elle, dit Octave. Chère Armance, daignez dire que vous m'acceptez pour époux. Le ciel me punit de vous avoir fait un secret de mes parties de chasse. Je sifflais le garde-chasse qui ne m'a pas répondu. Les protestations d'Octave avaient toute la chaleur, mais non pas toute la délicatesse de la vraie passion.
Armance croyait voir qu'il accomplissait un devoir en pensant à autre chose. « Vous ne m'aimez pas dans ce monde, lui dit-elle. Je vous aime de toute la force de mon âme, mais je suis transportée de colère contre cet ignoble commandeur, homme vil, sur le silence duquel on ne peut pas compter. » Octave renouvelait ses sollicitations. « Est-il sûr que ce soit l'amour qui parle ?» lui dit Armance. « Peut-être n'est-ce que la générosité ? Et aimez-vous Madame d'Aumale ? Vous abhorriez le mariage, cette conversion subite mais suspecte. Au nom du ciel, chère Armance, ne perdons pas de temps. Tout le reste de ma vie te répondra de mon amour. » Il était si persuadé de ce qu'il disait qu'il finit par persuader à son tour. Il remonta rapidement. Il trouva le commandeur auprès de sa mère, à qui sa joie du prochain mariage d'Octave donnait le courage de fort bien jouer la comédie. Toutefois, le commandeur ne semblait pas très persuadé de l'accident de sa sœur. Il se permit une plaisanterie sur les courses nocturnes d'Armance. « Monsieur, j'ai encore un bon bras », s'écria Octave en se levant tout à coup et se précipitant sur lui. « Si vous ajoutez un seul mot, je vous jette par la fenêtre que voilà. » La fureur contenue d'Octave fit pâlir le commandeur. Il se souvint à propos des accès de folie de son neveu et vit qu'il était irrité au point de commettre un crime. Armance parut en ce moment, mais Octave ne trouva rien à lui dire. Il ne put même la regarder avec amour. Le calme l'avait mis hors de lui. Le commandeur, pour faire bonne contenance, ayant voulu dire quelques mots gais, Octave craignit qu'il ne blessât mademoiselle de Zoïlov. « Monsieur, lui dit-il, en lui serrant fortement le bras, je vous engage à vous retirer à l'instant chez vous. » Le commandeur hésitant, Octave le saisit par le bras, l'entraîna dans sa chambre, l'y jeta, ferma la porte à clé et mit la clé dans sa poche. À son retour auprès des dames, il était furieux. « Si je ne tue cette âme mercenaire et basse, s'écriait-il, comme se parlant à lui-même, il osera parler mal de ma femme, malheur à lui. Pour moi, j'aime Monsieur de Soubirane, dit Armance effrayé, et qui voyait la peine qu'Octave faisait à sa mère. J'aime Monsieur de Soubirane, et si vous continuez à être furieux, je pourrais penser que vous avez de l'humeur à cause d'un certain engagement, un peu prompt, que nous venons de lui annoncer. » « Vous ne le croyez pas, dit Octave en l'interrompant, j'en suis sûre. Mais vous avez raison, comme toujours. À le bien prendre, je dois des actions de grâce à cette âme basse. » Et peu à peu, sa colère disparut. Madame de Malivert se fit transporter chez elle, jouant fort bien la comédie du coup de sang. Elle envoya chercher son médecin à Paris. Le reste de la nuit fut charmant. La gaieté de cette heureuse mère se communiqua à Octave et à son amie. Engagée par les paroles gaies de Madame de Malivert, Armance, encore toute troublée et qui avait perdu tout empire sur elle-même, osait montrer à Octave combien il lui était cher. Elle avait le plaisir extrême de le voir jaloux du chevalier de Bonnivet. C'était ce sentiment fortuné qui expliquait d'une manière si heureuse pour elle son apparente indifférence des jours précédents. Mesdames d'Aumale et de Bonnivet, qu'on avait réveillées malgré les ordres de Madame de Malivert, ne vinrent que fort tard, et tout le monde alla se coucher au petit jour. Chapitre 28. Dès le lendemain de fort bonne heure, Madame de Malivert vint à Paris, proposer à son mari le mariage d'Octave. Il batailla pendant toute la journée. « Ce n'est pas, dit le marquis, que je ne m'attende depuis longtemps à cette fâcheuse proposition, c'est à tort que je ferai l'étonner. Mademoiselle de Zoïlov ne manque absolument pas de fortune, j'en conviens. Ses oncles russes sont morts fort à propos pour elle, mais cette fortune n'excède pas ce que nous pourrions trouver ailleurs. Et ce qui est de la plus grande conséquence pour mon fils, il n'y a pas de famille dans cette alliance.
je n'y vois qu'une funeste analogie de caractère. Octave n'a pas assez de parents dans la société et sa manière d'être tout en dedans ne lui donne pas d'amis. Il sera père après son cousin et après moi. Voilà tout. Et comme vous le savez, ma bonne amie, en France, tant vaut l'homme, tant vaut la place. Je suis de la vieille génération, comme disent ces insolents. Je disparaîtrai bientôt, et avec moi tous les liens que mon fils peut avoir avec la société. Car il est un instrument de notre chère marquise de Bonnivet, mais n'est pas un objet pour elle. Il fallait chercher, en mariant Octave, des appuis dans le monde plutôt, même que de la fortune. Je lui vois un de ses mérites distingués, si vous voulez, pour réussir tout seul. J'ai toujours vu que ces gens si sublimes ont besoin d'être prônés. Et mon fils, loin de flatter les faiseurs de réputation, semble trouver un malin plaisir à les braver et à les rompre, en visière. Ce n'est pas ainsi qu'on réussit. Avec une famille nombreuse et bien établie, il n'eût passé dans la société pour être digne du ministère. Il n'est vanté par personne. Il ne sera qu'un original. Madame de Malivert se récria beaucoup sur ce mot. Elle voyait que quelqu'un avait chambré son mari. Elle continua de plus belle. « Oui, ma bonne amie, je ne voudrais pas jurer que la félicité de ce piquet que montre Octave et sa passion pour ce qu'on appelle des principes, depuis que les Jacobins ont tout changé parmi nous, même notre langue, ne le jette un jour dans la pire des sottises, dans ce que vous appelez l'opposition. Le seul homme marquant qu'a eu votre opposition, le comte de Mirabeau, a fini par se vendre. C'est un vilain dénouement, et que je ne voudrais pas non plus pour mon fils. Et c'est aussi ce que vous ne devez pas craindre, répliqua vivement madame de Malivert. Non, c'est dans le précipice opposé qu'ira s'engloutir la fortune de mon fils. Ce mariage-ci n'en fera qu'un bourgeois vivant au fond de sa province, claquemuré dans son château. Son caractère sombre ne le porte déjà que trop à ce genre de vie. Notre chère Armance a de la bizarrerie dans la manière de voir. Loin de tendre, à changer ce que je trouve à reprendre chez Octave, elle fortifiera ses habitudes bourgeoises, et par ce mariage, vous abîmez notre famille. Octave est appelé à la Chambre des Pairs. Il y sera un noble représentant de la jeunesse française, et par son éloquence conquérera de la considération personnelle. Il y a presse. Tous ces jeunes pères prétendent à l'éloquence. Et mon Dieu, ils seront dans leur chambre comme dans le monde, parfaitement polis, forts instruits. Et voilà tout. Tous ces jeunes représentants de la jeunesse française seront les plus grands ennemis d'Octave, qui a eu moins une manière de sentir originale. Madame de Malivert revint fort tard à Andilly, avec une lettre charmante pour Armance, dans laquelle Monsieur de Malivert lui demandait sa main pour Octave. Quoique bien fatiguée de sa journée, Madame de Malivert s'empressa de passer chez Madame de Bonnivet, qui ne devait apprendre ce mariage que par elle. Elle lui fit voir la lettre de Monsieur de Malivert à Armance. Elle était bien aise de prendre cette précaution contre les gens qui pourraient faire changer l'opinion de son mari. Cette démarche était d'ailleurs nécessaire. La marquise était en quelque sorte la tutrice d'Armance. Ce titre lui ferma la bouche. Madame de Malivert fut reconnaissante de l'amitié dont Madame de Bonnivet fit preuve pour Octave, en n'ayant point l'air, au fond, d'approuver ce mariage. La marquise se referma, dans des grandes louanges, du caractère de mademoiselle de Zoïloff. Madame de Malivert n'eut garde d'oublier la démarche qu'elle avait faite auprès d'Armance, plusieurs mois auparavant, et le noble refus de la jeune orpheline, alors sans fortune. Et ce ne sont pas les nobles qualités d'Armance sur lesquelles mon amitié pour Octave a besoin d'être ranimée, dit la marquise. Elle ne tient à quelque chose que par nous. Ces mariages de famille ne conviennent qu'avec des banquiers puissamment riches. Comme leur principal but est l'argent, ils sont certains de le trouver sans procès. Nous marchons vers un temps, répliquait Madame de Malivert, où la faveur de la cour,
à moins qu'on ne veuille l'acheter, par des soins personnels de tous les instants, ne sera qu'un objet secondaire pour un homme de grande naissance, pair de France et fort riche. Voyez notre ami Milord. Son immense crédit dans son pays provient de ce qu'il nomme 11 membres de la Chambre des communes. Du reste, il ne voit jamais le roi. Telle fut aussi la réponse de Madame de Malivert aux objections de son frère dont l'opposition fut beaucoup plus vive. Furieux de la scène de la veille, et comptant bien ne pas laisser échapper l'occasion de feindre une grande colère, il voulait, lorsqu'il se laisserait apaiser, placer son neveu sous le poids d'une reconnaissance éternelle. Il eût pardonné à Octave tout seul, car enfin, il fallait ou pardonner ou renoncer au rêve de fortune qui l'occupait exclusivement depuis un an. À l'égard de la scène de la nuit, sa vanité aurait eu pour consolation auprès de ses intimes la folie bien reconnue d'Octave, qui jetait par les fenêtres les laquais de sa mère. Mais l'idée d'Armance, toute puissante sur le cœur d'un mari qu'il aimait à la folie, décida M. de Soubirane à déclarer que de sa vie, il ne reparaîtrait à Andilly. On était fort heureux à Andilly. On le prit au mot en quelque sorte, et après lui avoir fait toutes sortes d'excuses d'avance, on l'oublia. Depuis qu'il s'était vu fortifié par l'arrivée du chevalier de Bonnivet, qui le fournissait de bonnes raisons, et dans l'occasion de phrases toutes faites, son éloignement pour mademoiselle de Zoïloff était devenu de la haine. Il ne lui pardonnait pas ses allusions à la bravoure russe déployée devant les murs d'Ismaïlov, tandis que les chevaliers de Malte, ennemis jurés des Turcs, se reposaient sur leurs rochers. Le commandeur eût oublié une épigramme qui était provoquée. Mais le fait est qu'il y avait de l'argent au fond de toute cette colère contre Armance. La tête assez faible du commandeur était absolument tournée de l'idée de faire de grandes fortunes à la bourse. Comme chez toutes les âmes communes, vers les 50 ans, l'intérêt qu'il prenait aux choses de ce monde s'était anéanti. Et l'ennui avait paru. Comme de coutume encore, le commandeur avait voulu être successivement homme de lettres, intrigant politique et dilettante de l'opéra italien. Je ne sais quel malentendu l'avait empêché d'être jésuite de robe courte. Enfin, le jeu de la bourse avait paru, et s'était trouvé un souverain remède à un immense ennui. Mais pour jouer à la bourse, il ne lui manquait que des fonds et du crédit. L'indemnité s'était présentée fort à propos, et le commandeur avait juré qu'il dirigerait facilement son neveu, qui n'était qu'un philosophe. Il comptait fermement porter à la bourse une bonne part de ce qu'Octave recevrait pour l'indemnité de sa mère. Au plus beau de sa passion, pour des millions, Armance s'était présenté au commandeur comme un obstacle invincible. Maintenant, son admission dans la famille anéantissait à jamais son crédit sur son neveu et ses châteaux en Espagne. Le commandeur ne perdait pas son temps à Paris et allait, ameutant contre le mariage de son neveu chez Madame la Duchesse, protectrice de la famille, Madame la Duchesse d'Ancre, Madame de la Ronze, Madame de Claix, avec lesquelles il passait sa vie. L'inconvenance de cette alliance fut bientôt décidée par tous les amis de la famille. En moins de 8 jours, le mariage du jeune vicomte fut connu de tout le monde, et non moins généralement blâmé. Les grandes dames, qui avaient des filles à marier, étaient furieuses. Madame de Malivert, disait la comtesse de Claix, a la cruauté de forcer ce pauvre Octave à épouser sa dame de compagnie. Apparemment, pour épargner les gages qu'elle aurait dû payer à cette fille. C'est à faire pitié. Au milieu de tout cela, le commandeur se croyait oublié à Paris, où il mourait d'ennui. Le cri général contre le mariage d'Octave ne pouvait pas être plus éternel qu'autre chose. Il fallait profiter de ce déchaînement universel pendant qu'il existait. On ne rompt les mariages arrêtés que de fort près. Enfin, toutes ces bonnes raisons, et l'ennui plus qu'elles, firent qu'un beau matin, l'on vit arriver le commandeur à Andilly.
où il reprit sa chambre et son train de vie ordinaire, comme si de rien n'eût été. On fut très poli envers le nouvel arrivant qui ne manqua pas de faire à sa future nièce les avances les plus empressées. L'amitié et ses illusions, non moins que l'amour, dit-il à Armance, et si j'ai blâmé d'abord un certain arrangement, c'est que moi aussi, j'aime Octave, avec passion. Chapitre 29. Il y a une petite phrase de Balzac. Ces mots les plus cruels sont ceux qu'il se fait à lui-même. Armance eût pu être trompée par ses avances polies, mais elle ne s'arrêta pas à penser au commandeur. Elle avait d'autres sujets d'inquiétude. Depuis que rien ne s'opposait à son mariage, Octave avait des accès d'humeur noire qu'il pouvait à peine dissimuler. Il prenait le prétexte de maux de tête violents et allait se promener seul dans les bois d'Écouen et de Senlis. Il faisait quelquefois 7 ou 8 lieues, de suite, au galop. Ces symptômes parurent funestes à Armance. Elle remarqua qu'en de certains moments, il la regardait avec des yeux où le soupçon se peignait plus que l'amour. Il est vrai que ces accès d'humeur sombre se terminaient souvent par des transports d'amour et par un abandon passionné qu'elle ne lui avait jamais vu du temps de leur bonheur. C'est ainsi qu'elle commençait à appeler en écrivant à Méry de Tersan. Le temps qui s'était écoulé entre la blessure d'Octave et la fatale imprudence qu'elle avait faite en se cachant dans le cabinet près de la chambre du commandeur, depuis la déclaration de son mariage, Armance avait eu la consolation de pouvoir ouvrir son cœur à son amie intime. Méry, élevée dans une famille fort désunie et toujours agitée par des intrigues nouvelles, était fort capable de lui donner des conseils sensés. Pendant une de ces longues promenades qu'elle faisait avec Octave dans le jardin du château et sous les fenêtres de Madame de Malivert, Armance lui dit un jour « Votre tristesse a quelque chose de si extraordinaire que moi, qui vous aime uniquement au monde, j'ai eu besoin de prendre conseil d'une amie avant d'oser vous parler comme je vais le faire. Vous étiez plus heureux avant cette nuit cruelle où je fus si imprudente. Et je n'ai pas besoin de vous dire que tout mon bonheur a disparu bien plus rapidement que le vôtre. J'ai une proposition à vous faire. Revenons à un état parfaitement heureux et à cette douce intimité qui a fait le charme de ma vie depuis que j'ai su que vous m'aimiez, jusqu'à cette fatale idée de mariage. Je prendrai sur moi toute la bizarrerie du changement. Je dirai au monde que j'ai fait vœu de ne jamais me marier. On blâmera cette idée. Elle nuira à l'opinion que quelques amis veulent bien voir de moi. Que m'importe. L'opinion, après tout, n'est importante pour une fille riche qu'autant qu'elle songe à se marier. Or, certainement jamais je ne me marierai. Pour toute réponse, Octave lui prit la main, et d'abondantes larmes s'échappèrent de ses yeux. « Oh, mon cher ange, lui dit-il, combien vous valez mieux que moi. » La vue de ces larmes chez un homme peu sujet à une telle faiblesse, et ce mot si simple déconcertèrent toute la résolution d'Armance. Enfin, elle lui dit avec effort « Répondez-moi, mon ami. Acceptez une proposition qui va me rendre le bonheur. Nous n'en passerons pas moins notre vie ensemble. » Elle vit un domestique s'avancer. « Le déjeuner va sonner, ajouta-t-elle avec trouble. Monsieur votre père arrivera à Paris. Ensuite, je ne pourrai plus vous parler. Et si je ne vous parle pas, je serai malheureuse et agitée, encore toute cette journée, car je douterai un peu de vous. » « Vous ? Doutez de moi ?» dit Octave avec un regard qui, pour un instant, dissipa toutes les craintes d'Armance. Après quelques minutes de promenade silencieuse, « Non, Octave, » reprit Armance, « je ne doute pas de vous. Si je doutais de votre amour, j'espère que Dieu me ferait la grâce de mourir. Mais enfin, vous êtes moins heureux depuis que votre mariage est décidé.
Je vous parlerai comme à moi-même, dit Octave avec impétuosité. Il y a des moments où je suis beaucoup plus heureux, car enfin j'ai la certitude que rien au monde ne pourra me séparer de vous. Je pourrais vous voir et vous parler à toute heure, mais, ajouta-t-il, et il tomba dans un de ces moments de silence sombre qui faisaient le désespoir d'Armance. La crainte de la cloche, du déjeuner qui allait les séparer pour toute la journée peut-être, lui donna pour la seconde fois le courage d'interrompre la rêverie d'Octave. « Mais quoi, cher ami ?» lui dit-elle. « Dites-moi tout. Ce mais affreux va me rendre 100 fois plus malheureuse que tout ce que vous pourriez ajouter. » « Eh bien, » dit Octave en s'arrêtant, se tournant vers elle et la regardant fixement, non plus comme un amant, mais de façon à voir ce qu'elle allait penser. « Vous saurez tout. La mort me serait moins pénible que le récit que je dois vous faire, mais aussi je vous aime bien plus que la vie. Ai-je besoin de vous jurer non plus comme votre amant ?» Et dans ce moment, ses regards n'étaient plus en effet ceux d'un amant, mais un honnête homme. Et comme je le jurerais à monsieur votre père, si la bonté du ciel nous l'eût conservé, ai-je besoin de vous jurer que je vous aime uniquement au monde, comme jamais je n'ai aimé, comme jamais je n'aimerais. Être séparé de vous serait la mort pour moi, et 100 fois pis que la mort. Mais j'ai un secret affreux, que jamais je n'ai confié à personne. Ce secret va vous expliquer mes fatales bizarreries. En disant ces mots mal articulés, les traits d'Octave se contractèrent. Il y avait de l'égarement dans ses yeux. On eût dit qu'il ne voyait plus Armance. Des mouvements convulsifs agitaient ses lèvres. Armance, plus malheureuse que lui, s'appuya sur une caisse d'oranger. Elle tressaillit en reconnaissant cet oranger fatal auprès duquel elle s'était évanouie lorsqu'Octave lui parla durement après la nuit passée dans la forêt. Octave était arrêté, droit devant elle, comme frappé d'horreur et n'osant continuer. Ses yeux effrayés regardaient fixement devant lui, comme s'il eût la vision d'un monstre. « Cher ami, » lui dit Armance, « j'étais plus malheureuse que vous. J'étais plus malheureuse quand vous me parlâtes avec cruauté auprès de ce même oranger il y a quelques mois. Alors je doutais de votre amour. Que dis-je ? Reprit-elle avec passion. Ce jour fatal, j'eus la certitude que vous ne m'aimiez pas. Ah, mon ami, que je suis plus heureuse aujourd'hui. » L'accent de vérité avec lequel Armance prononça ces derniers mots sembla diminuer la douleur aigre et méchante à laquelle Octave était en proie. Armance, oubliant sa retenue ordinaire, lui serrait la main avec passion et le pressait de parler. La figure d'Armance se trouva un moment si près de celle d'Octave qu'il sentit la chaleur de sa respiration. Cette sensation l'attendrit. Parler lui devint plus facile. « Oui, cher ami, » lui dit-il en la regardant enfin, « je t'adore. Tu ne doutes pas de mon amour ? Mais qui est l'homme qui t'adore ? C'est un monstre. » À ces mots, l'attendrissement d'Octave sembla l'abandonner. Tout à coup, il devint comme furieux, se dégagea des bras d'Armance qui essaya en vain de le retenir et prit la fuite. Armance resta sans mouvement. Au même instant, la cloche du déjeuner sonna. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.